Fabriquer une fille parfaite, c'est aussi simple qu'une recette de cuisine. Prenez une petite fille à la naissance. Apprenez-lui dès son plus jeune âge qu'elle doit être douce, féminine, gracieuse. Donnez-lui, pour jouer, des poupées, des plumeaux, afin que très vite, elle se forme à devenir une merveilleuse ménagère. Et apprenez-lui avant tout à vivre pour contenter les autres. Enfin, lorsqu'elle grandit, veillez attentivement à ce qu'elle reste dans le moule. Au siècle dernier, le moule, c'est celui des petites filles modèles. Quelques présentations furent très applaudies et recueillirent les suffrages unanimes de cette assemblée de connaisseurs. C'est qu'on a beau être persuadé de sa beauté, une toilette bien choisie aide tellement à retenir l'attention de ces messieurs. Des petites filles qui portent des habits particulièrement décontractés et dont le plus grand acte de rébellion est probablement de courir en extérieur ou de salir leur robe. On apprend aux petites filles l'art de rester à leur place. Avance, le pied gauche contre le barreau devant. Voilà, tu te plies un petit peu, tu t'assois, tu avances le pied gauche, l'autre à côté, les deux mains comme ceci, avec un beau sourire. Et pour mieux préserver leur innocence et leur douce naïveté, des princesses dégourdies sont là pour les faire rêver à un avenir radieux. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont dit les fées à la petite fille? Toi, tu seras la plus belle. Une autre qui a dit, toi, tu auras des beaux cheveux. Des grands cheveux longs. Des grands cheveux longs, dorés. Oh! Une autre qui dit, tu auras des belles chaussures. Ah, très bien. Mais on a beau mettre les petites filles en garde contre le grand méchant loup, elles ne comprennent pas toute la métaphore. Et certaines arrivent à l'âge adulte en pensant qu'on peut tomber enceinte en embrassant un garçon ou en lui donnant la main. Au début du siècle, pour une jeune fille, faire du vélo est transgressif. On craint que le contact avec la selle n'éveille son désir sexuel en lui procurant des sensations voluptueuses. Ça s'appelle le plaisir. Mais c'est un sujet interdit. Et lorsque, en 1909, les femmes obtiennent le droit de porter des pantalons, ce n'est que si elles tiennent un guidon de vélo ou des rênes de cheval. À cette époque, les filles ne connaissent pas grand-chose de leur corps. Elles ne doivent certainement pas s'observer nues devant la glace lorsqu'elles sont seules. Pour éviter toute dérive, il existe des poudres spécialement conçues pour troubler l'eau du bain. Et surtout, on leur apprend à nourrir un seul et unique rêve, trouver un mari. Dites-moi, mesdemoiselles, est-ce que vous voulez vous marier? Oui. Pour le meilleur et pour le pire. Mais parfois, le conte de fées ne se passe pas exactement comme on l'a imaginé. Avec la Première Guerre mondiale, les jeunes femmes plongent dans le grand bain de la réalité. Beaucoup travaillent, d'autres grandissent sans autorité paternelle. Et au sortir de la guerre, les nouvelles petites filles, plus si modèles, se sont coupées les cheveux bien courts. Elles fument, boivent, sont adeptes de paradis, pas toujours très catholiques, voire carrément artificiels. Et elles sont avides de savoir. Pourtant, jusque dans les années 1940, ce n'est pas tout à fait la philosophie ou la science que les jeunes filles apprennent sur les bancs de l'école. Coupe, couture, choix d'un tissu, puériculture, et sans oublier, bien entendu, l'art de la cuisine. Dans les écoles d'art ménager, les filles apprennent les savoirs féminins fondamentaux pour être une bonne épouse. L'éducation physique n'est pas oubliée. Et sur l'emploi du temps de chaque journée, 1 heure est consacrée au sport. Les cours de gymnastique sont faits de mouvements doux pour ne pas déformer les corps des filles, faits pour enfanter. Et parmi les élèves des écoles ménagères, les plus ambitieuses peuvent participer au grand concours de la fée du logis. Prestige et émotion assurées. Une fois tous ces savoirs bien intériorisés, place à la pratique. À quel âge pensez-vous vous marier? Ça dépend évidemment de l'occasion, si on peut dire, mais enfin entre 20 et 25 ans. 20 ans, 25 ans 20 ans, 25 ans. Oui, par là. Malheur à celles qui dépassent l'âge de 25 ans sans être mariées.
Vieille fille célibataire, vierge et inconsommable, la tradition veut qu'elle prenne le nom de Catherinette et que chaque année, elle porte d'étonnants chapeaux et court en priant la Sainte Catherine de leur trouver un mari. Sainte Catherine, par pitié, donnez-moi un mari, un tel qu'il vous plaira, par pitié, je m'en contenterai. Lorsqu'enfin les jeunes femmes rencontrent le prince charmant, ce sont encore des oies blanches, absolument vierges. J'ai envie de rester pure pour mon mari. Lorsqu'elles prennent époux, les jeunes filles le savent, si elles ne veulent pas se voir divorcées pour faute, elles ont plutôt intérêt à tout faire pour garder leur mari. Et le tout premier devoir d'une jeune mariée, c'est le devoir conjugal. Ceci est masculin et ceci est féminin. Et forcément, à un moment donné, le masculin rencontre le féminin. Jusque dans les années 1980, c'est inscrit dans le Code civil. Une jeune femme ne peut se refuser à son mari si celui-ci la désire. Elle doit en tout point le satisfaire. Et si elle veut être une bonne épouse, elle doit manier l'art de le valoriser. Une grande vérité, donnez confiance, encouragez. Si votre mari fait montre d'une bonne volonté attendrissante en s'astreignant à des efforts de culture physique méritoires, il sera toujours heureux de croire, quand vous le lui direz, qu'il retrouve doucement sa ligne de jeune homme, mais oui. De même, ne lui ménagez pas votre admiration s'il veut qu'on le prenne pour un intellectuel. Pour se perfectionner dans son rôle d'épouse, une jeune femme peut lire et relire les guides et les manuels qui sont là pour l'aider. Pilier numéro 1. Prévoyez votre dîner du lendemain la veille afin de pouvoir le servir chaud à votre mari dès qu'il arrive. Pilier numéro 2. Avant que votre mari rentre, retouchez votre maquillage, remettez vos cheveux en ordre, refaites-vous une beauté. Il a vu des gens fatigués par le travail toute la journée, alors soyez impeccable. Pilier numéro 3. Soyez intéressante et engageante pour lui. L'un de vos devoirs est de le distraire. Pilier numéro 4. S'occuper du bien-être de votre mari vous donnera un important sentiment de satisfaction personnelle. Pilier numéro 5. Son confort est votre priorité. Installez-le dans un fauteuil confortable et servez-lui des boissons chaudes et froides. Dans les années 1950, tout change. La machine à laver tourne toute seule. Les aliments se conservent au réfrigérateur. Les corvées des femmes au foyer sont désormais bien moins longues. Allô? Ces boutons, oui mon chéri, je les recouds. Devenir femme dans les années 1960, ce n'est plus seulement se marier et avoir des enfants. La mini-jupe est arrivée et les nouvelles idoles des jeunes filles leur font rêver à un avenir où l'on peut passer l'aspirateur tout en étant sexy. Pour apprendre à mieux plaire aux hommes, une jeune fille moderne peut fréquenter l'école du glamour, où elle rencontrera des professeurs aguerris sur le sujet. Le glamour, vous savez, il n'y a aucune traduction en français. C'est un ensemble de choses, un ensemble de conseils destinés à donner aux jeunes filles plus d'aisance, plus de féminité. N'oubliez pas de mouiller vos lèvres. Mouillez vos lèvres. Bien, un peu plus levées, souriante. Bien, parfait, bougez plus. Des ongles comme ça vous gêne pour faire la vaisselle? Oh non, monsieur, on les pose, ça s'enlève. La nouvelle liberté pour les filles, finalement, c'est simple. Il suffit d'être ni trop femme au foyer, ni trop pin-up. Savoir être une bonne ménagère tout en souriant et rentrant le ventre. Un brin sexy, raisonnablement glamour, sans être trop aguicheuse. Et tout cela avec subtilité. D'ailleurs, de cet art subtil d'être une femme idéale, les hommes sont tout à fait prêts à en débattre. Le principal défaut d'une femme, c'est d'être une femme, exactement. En 1973, il consacre même une émission à la femme idéale. En effet, chaque être masculin a dans un coin de son cœur ou de son imagination une photographie physique et morale de ce qu'on peut appeler la femme idéale. Personnellement, je l'ai trouvé, oui. Souvent alors? En améliorant le prototype chaque fois, parce qu'on aime toujours la même femme. On se trompe toujours sur la même femme, et puis un beau jour, on trouve la bonne carrosserie, la bonne... Parce que celle qui
vous embêtent pour certaines choses et qui ont l'air de porter la culotte, à un moment, si elles ont un homme, nous sommes tous des hommes, n'est-ce pas, messieurs, des vrais hommes, hein, Pierrat, nous sommes des hommes, nous sommes entre nous, hein, monsieur, vous êtes jeune, déjà un homme. Eh bien, vous verrez, ce sont celles qui, à un moment, sont les plus esclaves. Elles rampent devant vous, et là, elles sont admirables. À partir des années 1970, les notions traditionnelles de devoir conjugal et de puissance paternelle sont largement mises sur la sellette. Même si certains parents rechignent parfois à accorder à leurs enfants les libertés nouvelles. Prenons le cas, par exemple, de la pilule. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants, à vos filles, pour ça? Nous, on est contre jusqu'à une certaine limite. Ah bah non, si on a envie d'avoir des relations sexuelles, alors on peut pas parce que... Ah bah vous êtes bon, vous. À cause de vous, je peux pas profiter des choses de la vie. Voilà, parce que tout simplement, toi tu considères pas ça comme un plaisir, mais comme un devoir. C'est presque la France. C'est ça. Il y a 17 millions de gens. Heureusement, l'école s'ouvre à des cours d'éducation sexuelle pour les enfants, mais aussi pour les parents qui ne sont pas toujours les plus à l'aise sur ces thèmes. Comment se traduit la sexualité de vos enfants? Est-ce que vos enfants ont une sexualité? Est-ce que vous pensez que vos enfants ont une sexualité? J'en sais rien. Les garçons et les filles, c'est pas pareil. Pour expliquer aux adultes comme aux adolescents comment parler des sujets délicats, il faut manier l'art du détour. Il existe des prises mâles qui sont également femelles, qui peuvent recevoir des prises mâles, également femelles, qui reçoivent d'autres prises mâles, qui à leur tour reçoivent d'autres prises mâles, qui peuvent recevoir des prises mâles, prises femelles. Et les métaphores sont parfois un peu alambiquées. Ceci s'appelle un groupe d'animation ou sexualité de groupe. D'après le rapport sur le comportement sexuel des Français, 19% des hommes et 45% des femmes préfèrent avoir des rapports sexuels dans l'obscurité totale. Si bien que les filles peinent parfois à bien comprendre les mystères du monde des adultes. Les bébés sont nés dans le ventre de la mère. Et c'est une toute petite graine. Et qui grossit, qui forme des intestins, des jambes, des bras, des membres, un tronc, une tête. C'est vrai, et des cheveux qui poussent. Eh ben le bébé naît comme ça. Oui, mais c'est avec le mari. C'est avec le... avec le mari. Non, pas avec Jésus, pas du tout, pas avec Jésus. Alors, elles tentent, seules, de percer les secrets de leur anatomie. Et très doucement s'initie à la notion de plaisir féminin. Adieu le devoir conjugal. Mais gare à un autre devoir, celui de tout conjuguer. Être une bonne amant, être ambitieux, avoir une bonne carrière, tout en sachant, bien sûr, repasser les chemises. Je te pose la question, où est passée ma chemise? Ah, je comprends pas que tu viennes me parler à moi de tes chemises. Mais... ça me paraît vraiment quelque chose de complètement surréaliste. C'est pas de chemise à mettre, toi. Enfin, de toute façon, comment as-tu fait? On s'est mariés, tu avais 36 ans. Oui, comment tu as fait jusqu'à 36 ans pour tes chemises? Mais j'avais ma mère qui s'occupait de mes chemises. Alors t'as passé ta vie à exploiter les femmes. Tous les amis que j'ai, au moins leurs femmes s'occupent de leur exploiter en poids. Les hommes et les femmes travaillent dehors et travaillent dedans. Qu'ils partagent le travail à l'extérieur, qui est un travail payé et reconnu, et qu'ils partagent un travail... Oui, je veux changer les mœurs, et je ne suis pas la seule à vouloir changer les mœurs. Les mœurs ne changent pas avec des lois sociales, les mœurs se changent... Les mœurs changent avec quoi? Avec un changement des mentalités, mais pour que les mentalités changent, il faut aussi qu'il y ait un changement de loi. Enfin, toujours est-il que je n'ai pas ma chemise. Alors surtout patience. Car si les mœurs changent lentement, et si les femmes s'émancipent progressivement, ce qu'elles ont intériorisé est parfois tellement ancré qu'il est difficile et long de s'en détacher. Je pense qu'elles ont beaucoup de chance aujourd'hui, mais il ne faut pas non plus qu'elles en profitent pour se dégager de leur devoir de maman, d'épouse et d'amante. Heureusement, de génération en génération, les filles apprennent à devenir les femmes qu'elles ont envie d'être. Je vais faire ce que je veux, ce que je pense. C'est pas un garçon qui va me dire ce que je dois faire, quoi. Montrer qu'on est capable de
de voir les choses justement comme elles doivent être faites, telles qu'elles doivent être faites. Comme je voulais vivre ce qu'on appelle ma vie, c'est-à-dire m'épanouir de façon diverse, profiter de ma liberté. Moi, je tiens de toute façon à garder mon indépendance. Et puis j'adore les copains, les copines, la liberté, la vie finalement. Finalement, pour fabriquer une fille, la recette est simple. Prenez une petite fille à la naissance et lorsqu'elle grandit, rappelez-lui qu'elle peut devenir pilote, joueuse de rugby, présidente de la République, mécanicienne, conductrice, parachutiste, célibataire, sans enfant, aventurière, puissante. Ou même cuisinière, mais à condition qu'elle invente ses propres recettes. Et rappelez-lui toujours, les filles obéissantes vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Mais alors, les filles et les garçons, tous pareils? Pas du tout.